Salut à toutes et à tous, regardez Le Média, la chaîne d'infos et de combat sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Christy, Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack, politicoboy.substack.com. Nous évoquons 2 fois par mois l'actualité aux États-Unis, mais également la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Au sommaire, la répression qui s'intensifie contre les étudiants qui manifestent contre le massacre à Gaza et pour la Palestine, la répression, la diabolisation et l'occultation médiatique, comme l'expliquera en détail Chris. On évoquera également, sur une note plus positive, la victoire de la représentante socialiste Summer Lee lors d'une primaire démocrate de Pennsylvanie face à une adversaire soutenue par des lobbies pro-israéliens, oui, des lobbies qui sont une particularité décomplexée de la politique américaine. Salut Chris. Bonjour Théophile. Dans une centaine d'universités américaines désormais, il y a des campements d'étudiants occupant pacifiquement leur campus pour dénoncer le massacre à grande échelle à Gaza et qui viennent d'être violemment évacués par les forces de l'ordre dans plusieurs villes, New York, Los Angeles, Austin au Texas, entre autres. Des fois dans une grande violence. Qu'est-ce qui s'est passé et comment en est-on arrivé là? C'est un mouvement qui a commencé quasiment dès le début de l'offensive israélienne à Gaza. On a vu assez rapidement des manifestations avoir lieu, certaines qui étaient en soutien d'Israël, qui étaient en soutien de la Palestine ou pour appeler un cessez-le-feu. Et donc il y a eu ce mouvement qui s'est formé. Il y a eu beaucoup d'opérations aussi d'activistes hors des campus qui sont étudiants ou pas étudiants d'ailleurs, pour essayer d'influencer l'administration Biden pour qu'ils appellent un cessez-le-feu à la libération des otages et un retour à la paix. Et en fait, c'est un mouvement qui s'est construit petit à petit et qui a pris de l'ampleur récemment avec l'apparition donc de ces campements et de ces blocages d'universités. Et en fait, c'est des choses qui ont été préparées par ces étudiants souvent plusieurs semaines à l'avance. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu de manière totalement impromptue, mais qui ont été construites et qui impliquent des étudiants de différents horizons. Il y a des étudiants juifs, bien sûr, donc certains qui sont affiliés à des organisations juives. Et puis, il y a des étudiants qui sont soit d'origine musulmane ou arabe ou qui ont de la famille en Palestine, ou simplement qui sont révoltés par ce qui se passe à Gaza et donc qui ont rejoint ce mouvement et qui ont commencé à bloquer les universités avec en fait des objectifs clairs. Il y a le fait de dénoncer ce qui se passe à Gaza et l'offensive israélienne, mais il y a aussi le fait de demander que les universités se désinvestissent et coupent les liens qu'ils ont avec Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui sont soit privées, soit publiques d'ailleurs, mais les universités sont gérées un peu comme des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui rentre, que ce soit les donateurs, donc c'est souvent des milliardaires, des gens très riches, et aussi tout simplement les frais d'inscription et les frais de scolarité qui sont très élevés. Donc ça représente une masse d'argent importante, et comme tout l'argent n'est pas dépensé pour les frais de fonctionnement de l'université, il y a une partie de l'argent qui est investi comme on investirait, comme une entreprise ou un fonds de pension investit. Donc, du coup, il y a des investissements dans des entreprises qui fabriquent des armes qui sont ensuite livrées à Israël. Il y a des investissements directement dans des entreprises israéliennes. Et puis, il y a aussi les liens, parfois, qui s'établissent de recherche ou de coopération avec les universités israéliennes, qui elles-mêmes sont très impliquées dans tout ce qui est développement d'armement et de choses comme ça, qui ensuite sont déployées à Gaza. Donc, il y avait vraiment une demande claire de couper les liens pour ne pas participer, que les frais d'inscription en particulier ne participent pas à financer les massacres à Gaza. Et donc, c'est comme ça que ces campements sont installés. Et puis, désormais, ils sont démantelés souvent par la force. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déploie cette violence-là? Oui, alors c'est assez particulier parce qu'aux États-Unis, il y a une longue histoire
de manifestations, de blocages, etc. Sur les campus. L'épisode qui est le plus revient en tête tout de suite, c'est la dénonciation de la guerre au Vietnam. À cette époque-là, il y avait aussi une raison plus directe, c'est que les étudiants faisaient partie des appelés qui pouvaient se retrouver éventuellement envoyés au Vietnam. Et donc, il y avait un mouvement anti-guerre très fort. Il y a eu des mouvements moins importants que ce qu'on voit aujourd'hui, qui ont eu lieu, et moins importants que pour la guerre du Vietnam, qui ont eu lieu pour dénoncer la guerre en Irak, et aussi pendant le mouvement Occupy Wall Street. Mais ça, c'était plutôt des mouvements qui avaient lieu hors des campus. Donc là, depuis le Vietnam, on n'avait pas vu un mouvement aussi important et qui a été durement réprimé. Alors ça a monté aussi crescendo parce que d'abord, ça a été surtout la presse et les politiques qui se sont emparés de ça en dénonçant les actions étudiantes. En fait, dès les premiers jours, hein, même avant que les blocages aient lieu, quand il y avait des manifestations ou quand il y avait des réunions dans des amphis qui étaient organisées, c'était déjà dénoncé en gros comme de l'antisémitisme. Alors, il y a eu quelques petits dérapages, et puis il y a eu surtout d'ailleurs en dehors des campus, et donc des fois dans les rues juste à côté, mais avec des pancartes, avec des slogans ambigus ou des propos qui ont pu être tenus, mais c'est jamais très clair parce qu'en général, c'est des témoignages rapportés. Ils peuvent être assimilés à de l'antisémitisme, mais dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais du coup, ça a été dénoncé quand même, le simple fait d'avoir un drapeau palestinien, de reprendre un slogan comme Free Palestine, donc la Palestine libérer la Palestine libre, ou des slogans comme de la mer au Jourdain, donc From the river to the sea. Donc ça a été catalogué comme de l'antisémitisme, et du coup, tous ces mouvements étudiants ont été attaqués, dénoncés comme de l'antisémitisme. Il y a aussi eu des étudiants a priori de confession juive qui ont rapporté dans la presse, qui sont venus dire je me sens agressé, je me sens en insécurité sur mon campus parce qu'il y a ces étudiants qui manifestent. Et en général, ce qu'ils rapportaient comme chose qui leur faisait ressentir cette insécurité, c'est simplement un drapeau palestinien ou un slogan comme ceux qu'on vient d'évoquer. Donc en fait, il y avait pas vraiment de choses tangibles qui pouvaient permettre de dire il y a un problème d'antisémitisme, mais ça a été assimilé à de l'antisémitisme malgré tout, à la demande surtout des élus républicains. Il y a eu des auditions au Congrès de différents présidents d'universités qui ont été un peu poussés à dénoncer ces choses-là. D'ailleurs, il y en a une qui a dû démissionner ensuite parce que sa prestation avait été jugée trop, pas assez convenable pour ce qu'on attendait d'elle du point de vue des républicains, donc de l'extrême droite. Donc du coup, tout ça a créé ce contexte entre la désinformation des médias on a vu les titres au New York Times, ils avaient je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant plusieurs jours, là, il y a eu un onglet, il y a un onglet la guerre à Gaza, un onglet l'économie, puis il y avait un onglet antisémitisme sur les campus. Donc du coup, c'était pas du tout présenté comme une manifestation pour demander les désinvestissements dans les entreprises qui participent au massacre à Gaza, ou même une manifestation pour appeler un cessez-le-feu. Ça a été couvert par la presse comme une montée d'antisémitisme. Et on a vu aussi Netanyahou, du coup, qui s'est emparé de ça en dénonçant ça comme de l'antisémitisme et en demandant à ce que, de manière assez forte, que ça s'arrête, que les étudiants soient expulsés des campus. Il évoquait Et la donc nuit tout de ça, ça a cristal. préparé. Pardon? Il a évoqué la nuit de cristal. Oui, alors ça, c'est assez incroyable parce que c'est à la fois, enfin, c'est vraiment pas du tout comparable d'un point de vue sur les faits. Puis ça, en plus d'aggraver, enfin, de donner une mauvaise perception de ce qui se passe sur les campus américains, ça minimise aussi beaucoup ce qu'a été le nazisme en fait. Donc c'est assez, mais cela dit, c'est assez typique de l'extrême droite israélienne de minimiser le nazisme pour avancer ses propres intérêts. Mais du coup, tout ça crée une ambiance qui a ensuite permis quelque chose qui n'aurait pas forcément été accepté autrement, c'est l'intervention brutale des forces de l'ordre dans les campus. Alors il faut savoir que c'est pas, contrairement à ce qui se passe en France, c'est pas le gouvernement, c'est pas Biden qui dit à la police, OK, maintenant vous intervenez, vous évacuez les étudiants. En fait, c'est parce qu'aux États-Unis, la police, c'est géré localement. Donc, en général, ça dépend du maire de la ville ou des autorités du comté. Donc, du coup, la Maison-Blanche ne peut pas directement demander à la police d'intervenir ici.
à moins qu'ils envoient la garde nationale. Mais ça, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et de la même manière, dans les États, il y a ce qu'on appelle les state troopers. Donc, c'est en gros la garde nationale, mais à l'échelle des États, où là, c'est le gouverneur de l'État qui a autorité sur ces forces de l'ordre. Donc, il y a eu des cas où c'est le gouverneur directement, au Texas notamment, qui a déployé ces forces de l'ordre qui sont un peu enfin, c'est presque des militaires, quoi. Donc du coup, c'est venu plutôt à la fois de la demande des présidents d'université qui ont fait la demande aux autorités locales, on veut que vous veniez avec la police évacuer les campus, et avec la participation active soit des maires, soit des gouverneurs des États pour faire ça. Et donc, c'est assez exceptionnel à plusieurs niveaux. D'abord, en particulier aux États-Unis, il y a cette notion de premier amendement de liberté d'expression. Donc, du coup, ça entre clairement en conflit avec ça. Il y a le fait que l'université, c'est aussi un espace qui est censé être encore plus protégé, parce que c'est un endroit de débat, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose d'inédit dans les moyens et la violence déployée. Il y a eu plusieurs hospitalisations, des professeurs arrêtés, des professeurs un professeur qui a fini à l'hôpital après avoir été tabassé par la police, et plusieurs étudiants qui ont été gravement blessés aussi. Donc, de ce que j'ai vu des journalistes et des spécialistes qui couvrent en gros les violences policières aux États-Unis, ils n'avaient encore jamais vu ce niveau de répression et de moyens déployés sur les campus. Alors, quel traitement les médias américains ont accordé à ces manifestations et expulsions? Ben, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment présenté ça comme des fauteurs de troubles qui font du vandalisme et qui sont antisémites, et donc du coup la police comme une intervention, ça a été exemplaire de maîtrise et de professionnalisme qui a intervenu dans les règles de l'art, etc., pour ramener le calme. Alors après, il y a eu des images en partie à donc Columbia, c'est l'université privée à New York qui a été un peu le foyer de tout ça et qui a été la plus médiatisée. Là, les étudiants avaient occupé un bâtiment qui a une histoire, parce que ça avait été occupé par le mouvement anti-guerre du Vietnam, et il y avait eu une évacuation qui avait fait des blessés et qui avait un peu tourné au drame. Donc depuis, sur le site de l'université de Columbia, il y a une page qui explique qu'en 1968, l'université a commis des erreurs en demandant l'évacuation, et que depuis, ils avaient appris de leurs erreurs, et donc c'était un héritage historique qu'ils mettaient en avant comme ça. Donc c'est assez fou, quoi, de se dire qu'ils recommencent donc, pour le côté symbolique, les étudiants avaient décidé d'occuper ce bâtiment, et ils ont envoyé la police très lourdement armée, qui ont pénétré par les fenêtres avec des échelles, etc. Et donc après, il y a eu des images de portes cassées, de choses comme ça, mais c'est pas clair, on n'est pas sûr que ce soit les étudiants qui ont fait ça. C'est possible que ce soit le résultat de la police, mais ça a été montré comme du coup les étudiants ont saccagé les bâtiments, etc., etc. Donc, si on se réfère aux grandes chaînes de télévision américaines et à la presse de type New York Times, et je ne parle même pas de tout ce qui est presse d'extrême droite et de droite, parti républicain, on invisibilise totalement les luttes des étudiants, on invisibilise les violences policières, et donc on parle de retour à l'ordre, et on dénonce le chaos provoqué par les étudiants. Alors, en off, tu me parlais du New York Times qui a supprimé des papiers. Ce qu'ils ont fait, c'est il y a un article, c'était au moment où ils étaient en train de commencer l'évacuation de Columbia, il me semble, où dans la version originale, ils avaient mis en ligne comme quoi donc les manifestants étaient en grande partie des étudiants d'origine juive, et ils ont supprimé ça pour ne pas dire qu'il y avait beaucoup d'étudiants juifs qui étaient parmi les gens qui bloquaient et occupaient le campus. Donc Pour ne ça pas montre vraiment la volonté contrarier de... l'argument de l'antisémitisme. Voilà, exactement. Donc ça montre un peu à quel point on est vraiment une sorte de post-vérité, comme on disait sous Trump, où il y a eu il y a une journaliste qui tient un JT à CNN, Dana Bash, qui est aussi a carrément avancé des contre-vérités assez flagrantes dans tout un monologue qu'elle a fait. Il y a le maire de New York, ou c'est la police de New York qui est venue sur CNN montrer des chaînes. Et en fait, c'est des chaînes que
que l'université distribue aux étudiants pour accrocher leur vélo. Mais ça, ils l'ont pas dit. Ils ont dit il y avait des chaînes pour bloquer les portes, c'est des méthodes de terroristes, etc. Donc il y a vraiment une sorte de tentative comme ça de désinformation, de distorsion de la réalité pour empêcher la contestation de prendre de l'ampleur. Alors il y a un phénomène qu'on ne perçoit pas bien ici en France, c'est celui des agitateurs et des contre-manifestants pro-israéliens qui peuvent être violents. Oui, alors il y a d'abord eu donc tout un tas de contre-manifestants qui sont venus à côté des manifestants, on va dire pro-palestiniens, qui eux étaient du coup vêtus de drapeaux israéliens et qui sont venus pour manifester à côté, pour essayer un peu de provoquer comme ça des altercations. Et donc tout le monde se filme pour poster ensuite sur les réseaux sociaux. Donc il y a d'abord eu ça. Il y a des images où justement ce sont les manifestants pro-israéliens qui sont violents. Il y en a un il y a des insultes. Il y a une dame qui a dit j'espère que vous allez vous faire violer à des pro-palestiniennes. Il y a une image d'un pro-israélien qui a un t-shirt Make Gaza Jewish Again, je crois. Donc c'est une référence claire à Trump. Donc c'est des Trumpistes en fait qui sont là. Pas tous bien sûr, mais il y en a. Et puis il y a aussi il y a eu des crachats, beaucoup d'insultes. Donc ça, d'abord, c'est le côté manifestation. Ensuite, il y a des influenceurs ou des journalistes indépendants ou des journalistes proches de la sphère d'extrême droite qui sont allés sur les campus, habillés avec des drapeaux israéliens, pour en fait se faire agresser. Et il y a eu des vidéos comme ça assez éloquentes où on voit une jeune femme comme ça, revêtue par exemple, enfin ça c'est un exemple, hein, mais d'un drapeau israélien qui se met au milieu du campement des tentes en disant et puis qui commence à créer des slogans pro-israéliens dans l'espoir en fait qu'elle se fasse expulser. Et donc sa vidéo est dit je me sens pas en sécurité sur ce campus, je peux plus aller étudier, alors qu'en fait elle a pu comme ça aller provoquer les étudiants sans qu'on lui adresse la parole. Et il y a aussi d'autres personnes comme ça qui sont allées poser des questions pour essayer de créer un débat et une altercation. Et à chaque fois, les étudiants ont été très disciplinés. Et les étudiants pro-palestiniens, ils ont toujours refusé poliment, dire si vous voulez parler, on a un service presse. Et donc les gens qui ont tenté d'agiter comme ça n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Et résultat, donc à l'université du UCLA à Los Angeles, il y a carrément eu une attaque. Et alors, c'est des groupes qui apparemment seraient financés, selon certaines informations qui ont été publiées par la presse américaine, sont financés par des milliardaires américains, dont un qui est Seth Akman, je crois, donc qui est une des grandes figures de la Silicon Valley, donc qui ont financé des organisations, qui ont mis sur pied ces contre-manifestations. Et là, ils ont carrément attaqué le campement pendant plusieurs jours, et en particulier une nuit en particulier, sous les yeux de la police qui n'a rien fait. Et ils l'ont attaqué à la barre de fer, au mortier d'artifice et au gaz lacrymogène. Il y a des étudiants qui ont été aspergés de produits irritants pour les yeux. Il y a une étudiante qui a fini à l'hôpital. Donc il y a eu comme ça. Alors c'est assez. Il y a un parallèle comme ça avec ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire que les étudiants sont en fait assiégés et puis ils essayent et puis ils n'ont pas de moyens de se défendre et ils veulent pas rentrer dans la violence et du coup ils reçoivent comme ça, ils se font bombarder toute la nuit, même si c'est bien sûr un niveau bien, c'est pas le même niveau, mais tu vois un peu le parallèle quoi. Donc ça marque les esprits et tout ça, ça a été fait avec l'approbation où les forces de l'ordre n'ont rien fait pour empêcher. On évoque aussi un parallèle en ce qui concerne les violences policières avec la violence contre les militants Black Lives Matter. Oui, disons c'est un peu c'est les mêmes armes qui sont utilisées, les flashballs, les choses comme ça, qui d'ailleurs ont souvent été mises au point par les forces de l'ordre israéliennes il y a des décennies ou des années, et qui sont maintenant déployées contre des Américains sur les campus. Mais c'est aussi l'affiliation, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés et qui ont une grande condescendance. On le voit aussi avec Aurore Berger aujourd'hui, il me semble, à la télévision en France, qui disait que les étudiants sont soit antisémites, soit ils sont incultes ou ils se rendent pas compte quoi, de ce qui se passe et qu'ils comprennent pas la situation et que c'est pour ça qu'ils sont pro-palestiniens. Alors qu'en fait, c'est des étudiants qui ont été d'abord politisés par des mouvements comme Black Lives Matter. Et ils voient très bien le lien entre le racisme aux États-Unis et le racisme contre les Palestiniens.
colonialisme qui s'exprime à la fois aux États-Unis à travers les politiques racistes et puis et à la fois là-bas en Israël. Et Alors, donc ça explique pourquoi les étudiants et la jeunesse américaine qui ne regardent pas la télévision comme ses parents sont beaucoup plus sensibles à la cause palestinienne parce qu'au contraire, ils comprennent beaucoup mieux quels sont les enjeux, quels sont les mécanismes derrière, etc. Alors, la semaine dernière, avec Bertrand Badi, on évoquait une sorte de recul de Joe Biden qui, dans un premier temps, avait accusé les étudiants d'être antisémites, puis finalement avait reconnu le droit à la liberté d'expression, semblait avoir fait un pas en arrière, et là, il refait un pas en avant. Alors, pourquoi il tient cette ligne qui, objectivement, le coupe de sa base, d'une partie au moins de sa base électorale? Oui, on a vu ça en particulier parce il s'est exprimé publiquement et fait un discours juste après les évacuations musclées, justement, pour dénoncer. Il a clairement condamné les étudiants et les blocages, et donc tout en disant il y avait la liberté d'expression, mais qu'elle avait des limites. Et donc, c'est une position qui est assez curieuse parce que ça contredit, par exemple, ce qu'il disait pendant les mouvements Black Lives Matter, c'est quand c'était Trump le président. Donc, on voit qu'il fait en gros ce que Trump aurait fait à sa place. D'ailleurs, Trump a lui-même demandé à l'évacuation, à ce qu'il y ait une évacuation des étudiants, et c'est sous Biden que ça s'est fait. Donc, il y a un peu un équivalent ici qui est assez troublant. Et en fait, bon, politiquement, il faut voir que Biden, il s'est un peu coincé tout seul avec cette histoire, avec ce soutien inconditionnel à Israël, parce que la droite l'accuse de ne pas faire assez et donc et instrumentalise clairement cette situation sur les campus pour donner l'idée à l'électorat que Biden est quelqu'un de faible, qui n'arrive pas à rétablir l'ordre dans le pays et qui n'arrive pas à gérer la situation. Donc, les républicains, eux, ils essayent de mettre de l'huile sur le feu et d'accuser Biden de laxisme, d'incompétence. Et la gauche démocrate, elle est furieuse du fait que Biden se rend complice de tous les crimes qui ont lieu à Gaza. Donc, du coup, il essaye un peu de trouver l'équilibre dans ces deux positions, mais c'est assez fréquent que disons que son penchant naturel est plutôt réactionnaire sur ces questions-là. C'est quelqu'un qui a toujours été, s'est défini comme un sioniste lui-même, qui a jamais été, pendant les combats pour l'apartheid en Afrique du Sud, il n'était pas forcément il était assez conciliant avec l'Afrique du Sud à l'époque. Euh, il avait des amis qui étaient des ségrégationnistes. C'est quelqu'un qui a eu un passé très réactionnaire sur toutes ces questions. Donc, c'est pas étonnant en fait de le retrouver là sur Israël, d'être aussi très personnellement. D'ailleurs, il y a eu des questions qui ont été posées. Pourquoi est-ce qu'il montre autant d'empathie vis-à-vis des victimes israéliennes et qui ne parle jamais des victimes palestiniennes? Et il a dit, c'est des propos qui ont été rapportés en off. On croirait à des propos de Trump, hein, mais il avait dit, j'arrive pas à avoir d'empathie pour les Palestiniens. Donc la soupçon, c'est qu'il y a un fond de racisme derrière. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est raciste, mais il y a quand même comme ça. Voilà, il y a un autre, il y a une incapacité d'avoir la même empathie pour les victimes palestiniennes et israéliennes. Et ça se retrouve dans sa politique. Et ça fait même il essaie de tenir une ligne entre deux positions opposées, il se retrouve souvent à pencher à droite quand même. Alors, pendant ce temps, en Pennsylvanie, tu as noté une victoire électorale porteuse d'espoir dans ce marasme. Est-ce que tu peux nous la Oui, raconter? alors ça a eu lieu il y a une semaine à peu près. Donc c'est Summerlee, c'est une élue de gauche radicale qui avait été élue avec le soutien Alexandria Ocasio-Cortez et de nombreuses organisations qu'on pourrait qualifier de socialistes. Donc ils sont vraiment la gauche radicale américaine. Et donc elle avait été élue de justesse dans une circonscription de Pennsylvanie qui vote très démocrate. Donc l'enjeu en fait c'est pas de battre le candidat républicain, c'est de battre l'autre candidat démocrate qui se présente à la primaire. Donc là, il y a 2 ans, elle avait été élue de justesse. Et à l'époque, elle avait été attaquée pour ses positions pro-palestiniennes. Et donc le lobby, il y avait déjà eu toute une campagne des lobbies pro-israéliens américains pour s'attaquer à tous les candidats qui avaient des positions qui n'étaient pas à 100% soutien à Israël et qui avaient des positions plus modérées ou pro-palestiniennes. Donc à cette époque-là, elle avait survécu à ces tentatives de la faire perdre par ses lobbies, mais ça s'était joué à pas grand-chose. Donc du coup, cette année, on pensait qu'elle risquait de perdre parce que, en fait, les lobbies israéliens, en particulier pro-israéliens, en particulier l'AIPAC,
Donc, on avait annoncé qu'ils allaient dépenser 100 millions de dollars pour les primaires démocrates pour faire tomber tous les élus progressistes, en gros. Donc, Ocasio-Cortez et puis tous ses proches qui font partie de la même coalition, enfin, c'est pas vraiment une coalition, mais qui sont dans le même groupe idéologique. Et du coup, Summerlee, c'était clairement une des cibles. Et on pensait qu'elle allait pas survivre à cette primaire. Donc, ils ont commencé par recruter des candidats, en particulier pour battre Summerlee, qui avait des profils qui étaient à la fois pro-israéliens, mais qui étaient quand même assez... aussi une femme, aussi d'origine, il me semble, noire, mais afro-américaine, mais en tout cas, une femme de couleur. Donc, pour du coup, ne pas jouer on ne peut pas les accuser d'être racistes ou quoi que ce soit en mettant, par exemple, un homme blanc en face. Donc, ils avaient recruté un profil très particulier, susceptible de la battre. Et ils étaient censés dépenser des millions sachant qu'une primaire, normalement, c'est moins d'1 million de dollars le budget de campagne. Donc là, il allait y avoir plusieurs millions de dollars mis en face d'elle. Et au final, les lobbies pro-israéliens, les gros lobbies, dont l'AIPAC, ont renoncé à dépenser d'argent pour cette campagne parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une bataille perdue d'avance, que l'opinion publique était tellement choquée par ce qui se passait à Gaza qu'ils n'allaient pas réussir, sur un message pro-israélien, à faire élire leur candidate. Mais il y a des milliardaires républicains et pro-Trump qui ont pris le relais et donc qui ont créé des organisations politiques pro-israéliennes avec un peu l'aide aussi quand même de ces réseaux pour essayer de faire battre Summerlee. Donc, elle a fait face à 2 ou 3 ou 4 millions de dollars de dépenses face à sa campagne pour essayer de la faire perdre et sur un message comme ça qu'elle n'était pas assez pro-Israël. Et donc, ça a complètement raté puisqu'elle a gagné avec plus de 20 points d'écart, alors qu'elle a gagné que d'1 ou 2 points il y a 2 ans. Donc ça, c'est positif parce que ça montre, d'abord, c'est une élue très à gauche, donc c'est une bonne nouvelle qu'elle soit de nouveau au Congrès l'année prochaine. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les autres élus progressistes qui vont faire face à des primaires dans les semaines et les mois qui viennent. Il semblerait que les lobbies israéliens sont en difficulté malgré les moyens démesurés dont ils disposent. Alors cette histoire est une occasion pour évoquer la puissance des lobbies et leur agressivité aux États-Unis, des lobbies pro-israéliens et des lobbies en général. Comment ça marche, cette histoire de lobby, du côté de chez Sam, et en quoi ça diverge de ce qui peut se passer en France? D'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas de limite dans les dépenses de campagne. Donc du coup, en théorie, n'importe qui peut faire des dons qui n'ont pas de plafond. Les seules limites, c'est qu'en tant qu'individu, on ne peut pas dépenser, il y a un plafond quand on est un individu, donc un milliardaire ne peut pas donner 1 milliard directement à un candidat. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a comme limite. Donc, du coup, il y a des structures qui se mettent en place. Ils appellent ça des Politic Action Committee. Donc, on peut appeler ça un lobby si on veut, ou un compte de campagne séparé du candidat. Et en théorie, ils n'ont pas le droit de se parler et de se coordonner. Mais donc, ce PAC, comme on dit, lui n'a pas de limite d'argent. Et donc, un milliardaire peut donner autant d'argent à ce PAC qu'il veut. Et parfois, n'a pas besoin d'ailleurs de donner son nom. Donc, on apprend qu'après coup, qui a donné de l'argent. Et donc, cet argent dark money, comme on dit, donc de l'argent sombre, qui vient ensuite alimenter ces comptes, qui peuvent ensuite faire énormément de dépenses pour faire des spots télé, distribuer des flyers sur les boîtes par courrier, des emails, etc., pour influencer l'électorat et donc peser sur l'élection. Et donc, c'est comme ça que se déploie la plus grosse influence de ces lobbies. Et donc, ces lobbies, ils emploient des stratèges, des communicants qui vont définir des stratégies de communication, des arguments à déployer, etc. Donc, c'est parfois assez trompeur parce qu'ils vont, par exemple, ils vont pas dire qu'ils sont un lobby pro-israélien et puis ils vont pas attaquer le candidat qui cible forcément sur ses positions vis-à-vis de Gaza ou de la Palestine ou d'Israël. Ils peuvent dire ce candidat est contre la régulation des armes à feu, c'est pas un vrai démocrate, et donc il faut voter contre lui. Donc il y a des gens qui sont trompés en fait parce qu'ils ne savent pas quel argent finance ces messages et quels intérêts sont derrière. Donc il y a vraiment un côté antidémocratique très fort. Et ça, c'est un problème clair des campagnes américaines, et en particulier de ces lobbies pro-israéliens qui ont beaucoup de moyens et qui sont souvent utilisés en fait par des milliardaires proches de Donald Trump et du Parti républicain pour faire tomber des candidats de gauche radicaux
Pas forcément parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur position sur le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, des fois, c'est simplement, ils utilisent ça pour faire tomber des candidats qui, par ailleurs, sont pour une taxation plus élevée du capital, la régularisation de la régulation de certaines choses. Donc, c'est aussi tout simplement une lutte d'intérêt financier derrière aussi. Alors, il y a l'AIPAC, mais il y a combien de gros lobbies puissants aux États-Unis? Il y a ce lobby pro-israélien, mais il y en a d'autres, j'imagine, sur d'autres secteurs qui Oui, pèsent sur la vie. il y a toute une nébuleuse. Alors, il y a différentes choses parce qu'il y a donc il y a les lobbies qui, eux, sont plus des think tanks aussi. Tu vois, l'Heritage Foundation, donc, par exemple, côté républicain, ou l'American Center for Progress, côté démocrate. Ça, c'est des gros think tanks, donc, qui organisent des conférences, qui publient des rapports, etc., qui emploient des universitaires, qui ont des budgets énormes et qui, après, vont soutenir des candidats. Et du coup, ces candidats, ensuite, vont pouvoir récupérer des financements et puis, ils vont mettre sur pied ces fameux PACs dont on parlait. Et donc, il y a des lobbies pétroliers comme ça qui agissent comme ça. Alors, l'American Institute of Petroleum, par exemple, donc au départ, s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, ils vont savoir que c'est aussi quelque chose qui définit des standards. Donc, on peut voir ça comme simplement un groupe qui est là pour faire presque de la recherche, si tu veux. Et puis en même temps, bah, c'est un lobby qui a tout un tas de sphères d'influence comme ça, et qui donc reçoit de l'argent des industriels et qui ensuite l'utilise pour acheter, pour mettre au point des campagnes politiques et influencer sur les procédés législatifs et les campagnes électorales. Donc il y a toute une nébuleuse comme ça, et enfin, il faudra passer toute une émission là-dessus, mais les lobbies pro-israéliens, c'est juste un aspect de cette question. Merci Chris pour toutes ces explications et merci à vous d'avoir regardé cette émission, le média, votre média, et aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion en nous battant contre la tentation de nous exclure qui existe chez les gros distributeurs de box comme SFR ou Bouygues. Nous allons d'ailleurs bientôt déposer un dossier à l'Arcom pour avoir une fréquence TNT. Nous devons naturellement étoffer nos programmes pour déposer le dossier le plus crédible possible et tenir la concurrence des énormes machines tenues par les milliardaires. C'est la bataille essentielle de l'info et nous ne pouvons la gagner que grâce à vous. Prenez des abonnements payants à partir de 5 € par mois ou faites-nous des dons sur le mediatv.fr/soutien. Devenez sociétaire, entrez avec nous dans le combat. Haut les cœurs.